La chaleur était éprouvante, mais je ne risquais pas de lâcher le guidon pour m'éponger le front. Des voitures déglinguées filaient à toute allure sur la route défoncée. Quelle idée de parcourir la Pologne à bicyclette. Pas de panique. On ne roule pas avec ses jambes, mais avec sa tête. Je n'avais pas besoin d'être sportive, j'étais motivée, ça suffisait. Et voilà comment commence le dernier roman d'Evelyn Dress. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Quel honneur et quel plaisir de vous rencontrer par téléphone. Oh ben, l'honneur et le plaisir est pour moi, Philippe. Je vous remercie d'avoir eu envie de m'interviewer. Alors, Les Chemins de Garwolin, c'est un roman puisque vous êtes écrivaine, mais pas que. On approchera le restant de votre carrière ô combien prolixe par après. Mais ce qui m'intéressait en premier abord, puisque cette émission est littéraire, c'était vos écrits. Les Chemins de Garwolin me semble être une autobiographie. Pardonnez-moi, Philippe, je comprends que vous disiez Wallin, W se dit comme ça, mais c'est Garvoline. Déjà que moi-même, je ne le prononce pas comme il faudrait, parce que les Polonais disent sûrement autrement, mais en tout cas, pour moi, c'est Garvoline. Voilà. Et vous avez raison de me reprendre. Vous avez raison de me reprendre. Voilà ce que c'est que d'être belge et de mélanger les langues. Merci pour cette interruption et désolé pour avoir mâchouillé le titre. Non, non, Donc, non, pas du tout. Vous n'êtes pas le seul à le faire. non, il n'y a pas de souci. C'est paru aux éditions Glyph. Là, je le prononce bien, Glyph. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. C'est une autobiographie, on pourrait le croire, ou en tout cas, ça reflète un peu le chemin de votre vie. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, comme dans tous mes romans, il y a des strates, des parties vraies et d'autres qui ne le sont pas. En l'occurrence, pour ce roman, je suis partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'ils décèdent, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Et en l'occurrence, mon héroïne ne sait que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garwolin, Pologne. Or, c'était aussi ce qui était écrit sur la carte d'identité de mon père. Et donc, je suis partie à vélo sur les routes de Pologne à la recherche de ces traces dont je ne savais rien, et j'en ai rapporté un roman, voilà, qui tient à la fois de ce road trip à vélo, des gens que j'ai rencontrés, de l'enquête que j'ai menée, mais alors il y a bien sûr une grande part autobiographique, mais c'est aussi un roman, comme vous avez pu le constater sans doute en le lisant, c'est qu'il y a des parties évidemment qui se passent peut-être dans la tête de mon héroïne, en tout cas qui sont beaucoup plus mystérieuses. Mais en faisant cette recherche, j'ai retrouvé énormément de documents et j'ai eu des réponses à mes questions. Voilà. Alors, j'ai fait, comment dire, quand même une pirouette dans la mesure où je ne donne pas mon nom, mais celui de ma tante, véritablement, Gutmanster. Mon héroïne s'appelle Gutmanster et sa tante, qui est une des héroïnes du livre, Sylvia Gutmanster, morte. Alors, est-ce que je peux raconter ça? Morte. Oui, moi, je porte 3 prénoms, Evelyne, Thérèse, Sylvia. Sylvia s'écrivant S-I-L-V-I-A. Et donc, j'ai toujours entendu dire que c'était le prénom, Sylvia était le prénom d'une sœur de mon père morte en camp. Mais quand on est enfant, on ne sait pas ce que ça veut dire morte en camp, ça n'évoquait rien pour moi, je ne m'étais jamais posé la question de savoir dans quel camp. Est-ce que c'était un camp de vacances, un camp de camping, voilà, je ne savais pas. Et ce n'est qu'en grandissant, évidemment, que je me suis posé la question. Et en allant sur les traces de cette tante, eh bien, j'ai découvert à quel âge elle était partie, dans quel camp elle était morte, dans quelles conditions, etc. Voilà. Peut-être qu'il ne faut pas tout raconter. non, laissons la surprise, mais ce qui est intéressant dans vos propos au départ de cette interview, c'est on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents, mais l'on pourrait croire également qu'il y a de la pudeur de la part des parents qui ne racontent pas nécessairement leur histoire à leurs enfants. C'est une manière de les protéger.
Oui, oui. En l'occurrence, c'est que la douleur est si grande qu'on n'avait pas envie de la revisiter, je pense. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas parce que il fallait mieux l'étouffer au fond, dans le tréfonds de son être et ne pas en parler. Et peut-être avez-vous raison aussi pour ne pas faire porter aux enfants, à la descendance, ce chagrin. Malheureusement, ce que je crois qu'on peut lire à travers mes lignes, c'est que justement, ce chagrin, même s'il n'est pas dit, il se transmet et de génération en génération. Raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai voulu arrêter la transmission et je n'ai pas fait d'enfant. Ce qui est intéressant dans vos écrits et dans vos réalisations, ô combien nombreuses, c'est que l'on perçoit cette recherche de liberté, c'est presque un cri. Votre œuvre, on a l'impression que c'est un cri de femme qui voudrait être libre ou qui revendique la liberté. C'est un cri également humain, de femmes humaines qui cherchent peut-être sa place malgré qu'elle l'a bien trouvée. Est-ce que justement cette histoire qui vous berce est la raison de ce chemin tourmenté? Oui, tous mes romans sont effectivement des quêtes. Tous mes romans mettent en scène des femmes. Pas des chic molles, mais des vraies femmes avec du caractère, mais avec une blessure profonde. Et c'est bien ce que vous me dites parce que ça me renvoie à une grande question alors je ne sais pas si je me la pose encore, mais c'était comment arriver à devenir une femme avec un grand F. Voilà, ça c'était l'histoire de mon adolescence et j'ai toujours, oui, cherché à devenir cette femme dont je serais fière. Et comme Dieu a beaucoup d'importance pour moi dans mon histoire personnelle, être aussi une femme aux yeux de Dieu. Oui, c'est une quête qui traverse tout mon travail. C'est une quête, mais qui est malgré tout des plus intéressantes, puisque lorsque l'on vient maintenant vers votre métier d'actrice et de réalisatrice, vous mettez en scène ces femmes, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, elles ne sont pas entre guillemets tendres, parce que je les trouve particulièrement tendres. Elles ont du caractère, elles s'expriment et se tâtonnent en même temps. Mais c'est également une époque difficile pour les femmes. Alors, il y a beaucoup de dérives en ce moment, avec Balance ton porc, MeToo. On dirait que les femmes se cherchent et qu'elles veulent absolument trouver cette liberté. Moi, je suis une femme d'après mai 68 et donc je sais ce que c'est que la lutte pour son indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en pleine régression. C'est voilà, parce que d'un côté, on ne veut pas qu'un homme nous mette la main aux fesses sans qu'on l'ait autorisé, et d'un autre côté, je vois qu'on ne porte plus de mini-jupe ou bien on ne se met plus les seins nus à la plage, par exemple. Or ça, c'était pour nous une grande liberté. Vous voyez ? Tout à fait. On est dans une grande confusion, je trouve.
Mais là, nous débordons un peu parce que si l'on parle de ce mal-être, ça touche également les hommes. En fait, ça touche à nouveau l'humanité en soi. Et c'est Bien peut-être sûr. justement cette société qui bascule vers autre chose. Et c'est autre chose, on Ouais. ne le connaît pas encore, heureusement ou malheureusement. Et nous Mm. reviendrons vers votre métier d'actrice. Vous avez fait fort, hein. Vous avez commencé en 69 pour terminer, enfin terminer, on ne termine jamais dans les années 92, 92, vous avez commencé par Fusil chargé, L'île aux coquelicots, avec Salvatore Adamo. Oui. Et c'est Salvatore Adamo qui en était le réalisateur. C'est le seul film qu'il ait réalisé. Et, ben, en tout cas, il était réalisateur du film. Et c'est un homme absolument adorable, merveilleux, qui a beaucoup de talent. Et chaque fois qu'on se rencontre, pas souvent malheureusement, on est content de se retrouver. Et c'est un homme très fidèle, qui a grande mémoire. Et voilà, ce n'est que des roses à son endroit, vraiment. Mm. Un film qui avait marqué mon adolescence, elle boit pas, elle fume pas, elle drague, mais elle Mm. cause. Elle ne drague pas, Mm. pardon, mais elle cause, c'est lapsus. Le gang des otages, bien entendu, Beau Masque, Madame Claude, La fête sauvage, le divorcement, on va pas tous les citer, ça prendrait trop de temps. Et vous êtes assez éclectique hein, dans vos jeux de rôle, et l'on sent également que votre personnalité n'est pas une personnalité simple. Ce que je veux dire par là, c'est que vous exprimez toujours la femme en son entier. On revient à nouveau à ces premières questions, à ce premier encerclement de votre personnalité. Excusez-moi du terme, il est peut-être mal choisi. Sur l'écran noir de mon... Réalisatrice, évidemment, ce qui vous a fait connaître, c'est un film qu'on n'oubliera jamais ou qui reste dans nos souvenirs vraiment gravés. Pas d'amour sans amour. Et là, ce fut une surprise pour vous avant tout. D'abord, les gens me connaissent pour Et la tendresse, bordel, dont j'étais la vedette, et qui a été un énorme succès, qui est un film très important dans l'histoire du cinéma, car il a révolutionné l'écriture cinématographique. Grâce à ce film et à son succès, on a pu faire Viens chez moi, j'habite chez une copine, tous ces films dits de café-théâtre, vous voyez, Oui, c'était tout à un fait. genre différent. Il n'y avait plus une histoire qui se racontait avec un début, un milieu et une fin. C'était une façon différente de raconter les histoires. Et puis, bon, j'ai donc fait une longue carrière de comédienne et puis il se trouve que en 87 de comédienne au théâtre, au cinéma, à la télévision, et en 87, on m'a demandé d'être animatrice à la télé et j'ai présenté une émission tous les soirs de minuit à 1h du matin sur Antenne 2 à l'époque, c'était encore Antenne 2, et qui s'appelait Entrée sans frapper. C'est pas Et mal, hein? c'était un talk show où je recevais des gens et qui étaient dans l'actualité, voilà. Et moi, j'étais très très heureuse qu'on me propose ça, parce que je voulais faire ma carrière à la façon de Dean Martin, Jane Kelly, Liza Minnelli. Je voulais danser, chanter, faire des claquettes, pleurer, rire. Voilà, je voulais pas être enfermée dans une case. Et il se trouve que à l'époque, quand on était comédienne, et surtout comédienne de cinéma, on n'avait absolument pas le droit d'aller faire de la télé. Et donc, déjà, j'ai commencé par brouiller mon image en faisant cette chose différente qui sortait du cadre. Et en plus, ça a été quand même une véritable épreuve parce que les gens, les animatrices, les gens c'était le métier, ne supportaient pas bien qu'une comédienne vienne marcher sur leur plate-bande. Donc, c'est une expérience assez douloureuse qui fait que lorsque ça s'est terminé,
j'ai eu besoin de prendre du recul et de réfléchir à ma vie et à ce que j'avais envie de faire. Et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Finalement, cette année sabbatique s'est transformée en 2 années sabbatiques, car j'ai découvert que j'étais capable de peindre. Et ça a été pour moi une révolution, une révélation et un accouchement. C'est-à-dire que une autre Evelyne Dress est née. Découvrir que j'étais capable de créer avec mes mains, ça a été vraiment, ça m'a rendue invincible. Voilà. Parce que vous savez, quand on est comédienne, on n'existe que dans le regard des autres, que dans le désir d'un réalisateur ou d'un metteur en scène, dans le désir du public, mais on disparaît en fait, on n'est pas vraiment soi-même. Et donc là, face à une toile blanche, eh bien, on est face à soi-même et dans la révélation du tréfonds. Et donc, j'ai tout appris à ce moment-là. Et je suis donc devenue invincible. Et c'est-à-dire que ça m'a donné une force véritable. Ça m'a rassurée sur moi-même. Excusez-moi de vous interrompre, mais en fait, vous volez un peu ma question et je vous en remercie. En fait, la peinture qui est une expression de l'âme et qui complète votre métier d'artiste, puisque, comme vous le dites tout à l'heure, qu'encore une fois, l'actrice est une forme d'exhibition, entre guillemets, c'est-à-dire prendre un autre personnage et se mettre à sa place au risque de le dévoyer. Réalisatrice, là, c'est la création à l'aide de la plume et de pouvoir s'exprimer sur les planches ou à travers les pellicules. Et là, vous vous adressez à la toile, à la peinture, c'est-à-dire un art tout à fait différent, un art qui est presque un travail de solitude. Ah, tout à fait, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que je mesure la différence, car lorsque je peignais, parce qu'en ce moment je ne peins pas, j'étais comme entrée en religion, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas décrocher le téléphone tellement j'étais absorbée. Alors que quand j'écris, oui, je suis capable de distraction, de sortir de mon écriture. Et en tout cas, lorsque j'étais en train de peindre, j'ai lu un livre qui m'a bouleversée, qui s'appelait Le Boucher, un petit livre érotique d'Alina Reyes, et je me suis dit, qui parlait de la vie, de la mort, de la chair et de la chair, et qui racontait les fantasmes sexuels d'un boucher pour sa caissière, racontés par la caissière. Lorsque j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est ces mots-là que je veux dire à voix haute. C'est avec ça que je vais revenir au théâtre. Et je n'ai évidemment pas trouvé de producteur pour cette adaptation, car c'était 20 ans ou 30 ans même avant les monologues du vagin, et donc dire les mots du sexe à voix haute, c'était absolument impossible. Eh ben, c'était impossible, je l'ai fait. J'ai créé ma compagnie, j'ai monté ce spectacle, je l'ai produit, je l'ai joué au Bataclan avec Rufus, et c'est le spectacle qui a fait courir tout Paris, mais aussi blablater tout Paris, parce qu'évidemment, c'était du jamais vu à ce moment-là. Et pendant que je montais le spectacle, la nuit, j'écrivais un scénario de film qui s'appelait Pas d'amour sans amour, et qui voulait parler justement de la génération qui a lutté pour son indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle, et qui se retrouve 20 ans plus tard à se dire, bon, et alors, qu'est-ce qu'on a? Et en l'occurrence, c'était une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans, parce que 3 ans avant, elle s'était séparée, et elle avait mis tout ce temps-là à s'en remettre, et elle commençait un peu à dysfonctionner. Alors elle va voir son gynéco, et son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Réactiver la machine, ce sont les mots exacts. Et ouais. Elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent, et elle dit, ça va pas être de la tarte. Et évidemment, ça commençait chez le gynécologue, les pieds dans les étriers. Et je n'ai pas trouvé de producteur pour produire ce film
qui était très couillu pour l'époque, car encore une fois, commencer les pieds dans les étriers d'un gynécologue, on n'a jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Après, j'ai vu un film américain qui commençait comme le mien. Alors en tout cas, il a fallu que je crée ma société de production et que je produise mon film moi-même. Plus tard, il a fallu aussi que je le distribue parce qu'on m'a dit « Mais vous l'avez écrit, vous l'avez réalisé, vous l'avez joué, vous l'avez produit, vous n'avez qu'à le distribuer maintenant. » Voilà. Alors, c'est un film qui, évidemment, n'a pas eu beaucoup de salles lorsqu'il est sorti, mais quand même, j'ai fait 153 000 entrées, ce qui n'est pas si mal pour un film sorti dans si peu de circuits, et surtout, il a été un énorme succès lorsqu'il est passé à la télé. 7 129 080 téléspectateurs. On va redonner le chiffre, c'est impressionnant. 7 129 080. 7 millions de personnes qui ont regardé votre film. Et si je ne me trompe, c'était un soir de retransmission d'un match de football. Tout à fait. PSG Guingamp sur le match de la Ligue sur TF1, qui n'a fait que 5 millions de téléspectateurs. Alors pour moi, ça a été une grande chance parce que du coup, France 2 m'a racheté le film pour un autre passage. Ils m'ont gardé pour la Coupe du Monde. Je suis donc passée devant sur TF1 devant un match huitième de finale. C'était Argentine-Angleterre et là je n'ai fait que 5 millions de téléspectateurs alors que le match lui a fait 10 millions, voilà. Mais enfin quand même, on pourrait penser que faire un deuxième film va être très facile. Eh bien non. Non, pas du tout. Je rame pour faire le deuxième long métrage, adapté aussi d'un de mes romans. J'ai adapté 2 de mes romans, La Maison de Petitchet, qui est une histoire qui se raconte d'été en été dans la maison de vacances, et Le Rendez-vous de Rangoon, qui se passe en Birmanie. Voilà, vous avez écrit 5 romans. Oui, j'ai écrit 5 romans. Oui. Mais certains dont je n'ai pas la prétention d'adapter parce qu'ils seraient très chers. Par exemple, comme Le Tournesol de Jérusalem. Mais bon, si Dieu me prête assez de vie, il n'est pas dit que je ne ferai pas une adaptation théâtrale de Les Tournesols de Jérusalem. Et j'ai tellement de projets encore. Si Dieu vous prête vie, mais vous avez vécu 70 vies, chère madame, c'est extraordinaire de vous suivre. Et en tout cas, je vous remercie. Évidemment, le temps s'écoule à une vitesse incommensurable. Mais surprise, on va se retrouver très très bientôt. On va se retrouver au Salon du Livre de Buzet-sur-Baïs. Oui, je suis ravie. C'est extraordinaire. C'est un chouette salon. Je les avais rencontrés il y a 2 ans, 3 ans, je pense. Ils commencent par une projection cinématographique et puis ils se terminent par un salon livre où vous serez la marraine, je crois. Voilà, c'est ça. Je suis très heureuse de faire connaissance avec ce salon et tout le monde est si gentil. Les gens que j'ai eus au téléphone sont absolument merveilleux et donc je me réjouis de connaître Buzet-sur-Baïs, que je ne connais absolument pas. Je ne sais même pas où c'est sur la carte. Donc, ça va être une grande découverte pour moi. Et Philippe, je vous retrouverai. Alors ça va être merveilleux. J'allais vous proposer de continuer cette interview un matin ou un soir lorsque l'on sera un peu libéré des obligations. Et là, on aura l'opportunité de faire une interview filmée et l'on sera dans des conditions peut-être plus agréables qu'au téléphone. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment, c'est un grand honneur, je l'ai déjà dit, c'est un plaisir et c'est un peu compliqué compte tenu de votre carrière prolixe ô combien. On se demande, est-ce qu'il vous arrive de dormir ? Peu.
mais d'abord, c'est une volonté. Je trouve terrible de devoir dormir la moitié de sa vie. J'ai pas du tout. Enfin, je sais qu'il faut, paraît-il, récupérer et que la nuit on récupère, mais moi j'ai pas le temps de récupérer. Alors, voilà. Je dormirai suffisamment mon éternité, donc pendant le temps où je suis là, j'ai pas envie de trop dormir. À très bientôt. Merci infiniment, Philippe. Merci.